bah, Carla a disparu. Ouais. Non, mais c'était sympathique, hein, ce petit C'est cool échange. d'avoir pu la voir, ouais. Oui, avec quelqu'un qui est à l'UFC. Hein. Là, on va te retrouver. C'est pas n'importe qui, quoi. C'est pas que l'UFC, parce que t'en as des gens à l'UFC, mais bon, Carla, c'est quand même... son parcours. C'est quand même quelqu'un qui est dans l'UFC depuis longtemps, quoi. Mm. C'est ce que je disais, hein, l'UFC, c'est dur d'y rester, quoi, en fait. C'est ça. C'est de prouver que t'as le niveau pour y rester, quoi. Oui. On a vu, il y a plein de ruptures de contrat. Hein, depuis... Ah bah oui, bah surtout chez les hommes, j'ai l'impression, parce que justement, comme ils sont beaucoup plus nombreux, c'est beaucoup plus dur de rester, quoi. C'est beaucoup plus dur de... On avait un gars chez nous, Christian Aguilera, il était dans les moins de 77 kilos. Il est rentré l'année dernière et puis il s'est fait dégager sur son dernier combat. Ça va vite, il faut faire ses preuves. Hein. Souvent, c'est 3 combats, hein, c'est ça souvent... Il avait un contrat de 3 ou 4 combats, je crois. Et de 3 combats, je crois. Et il avait fait un super premier combat. Il avait gagné par TKO au Super Bowl et tout. Et il a perdu 2 fois par soumission par la suite. Donc ils lui ont dit, ouais, faut gagner. C'est ça. Il faut gagner quoi qu'il arrive. Et du coup, on croise les doigts en tout cas pour te retrouver là-bas. Ouais, bah, c'est l'objectif. Après, tu sais, je suis pas trop gourmande dans le sens où... Il y a beaucoup de filles, en fait, elles veulent les scores parfaits, elles sont à 5-0, puis après elles sont prises, tu vois. Je vais te prendre l'exemple Tabata Ricci, tu vois. Ouais. On lui a servi que des casseroles au LFA pour qu'elle ait un bon score. Elle n'a jamais affronté une seule personne avec un comment dire, enfin, c'était que des gens avec des défaites ou sans combat. Oui, d'accord. Donc t'arrives, t'as 5-0, c'est facile quand t'as combattu des cajots, quoi. Excuse-moi, mais c'est... des cajots. Voilà, quoi, quand t'as pas d'opposition en face, puis t'arrives à l'UFC, bah tu te fais démonter, quoi. Voilà. Donc en fait, si c'est pour rentrer à 5-0 à l'UFC, être rentré vite et se dire oui, je suis à l'UFC, puis en fait, t'as 3 combats, tu fais 3 défaites, tu ressors, t'es dégagé et t'es à 5-3 sur ton record, au final, je vois pas l'intérêt, tu vois. Donc je pense que jusqu'à présent, j'ai bien, tu vois, j'ai évolué et tout, mais je suis un peu pressée dans le sens où je suis quand même déjà au-dessus de la trentaine, tu vois. Mais en même temps, j'ai pas envie de me précipiter à rentrer à l'UFC pour au final dégager en 3 combats, quoi. Tu vois. Si ça doit attendre encore 1 an ou 2, ben ça attendra 1 an ou 2 avec plus d'expérience. Et voilà. Je pense qu'il faut savoir être... C'est justement ce que je dis, tu vois, c'est quand t'es au contact de gens qui sont à l'UFC en permanence et que tu t'entraînes avec eux, tu prends plus conscience de la réalité du niveau, en fait. C'est très réfléchi, dis donc. Bah ouais, mais t'es obligé, parce que quand tu manges la réalité dans la figure, t'es obligé de le reconnaître. Voilà, moi je m'entraîne avec des gens qui sont à l'UFC, je vois très bien ce que c'est le niveau. Je sais ce que c'est, donc je m'illusionne pas, tu vois, il y a un moment, oui, bien sûr, j'y rentre, je travaille pour ça, tu vois, mais il faut aussi reconnaître quand on a le niveau, quand on l'a pas, quoi. J'aimerais qu'on puisse revenir sur ton histoire. Ouais. Alors, si j'ai bien compris, tu es née dans le sud de la France ? Ouais, j'ai grandi avec ma maman dans le sud de la France. Et ensuite, tu es partie ? Je suis rentrée à l'armée, donc j'étais dans l'armée française pendant quelques années, et comme j'avais un bon niveau d'anglais, on m'a proposé un poste à l'OTAN, en fait, aux États-Unis. C'est comme ça qu'au départ, j'ai atterri aux États-Unis. Et je boxais déjà un petit peu, et en fait, c'est vraiment quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai commencé à boxer. J'ai boxé en fait en compétition, et en fait, j'ai vite boxé sur des gros tournois et tout ça. Et puis après, j'ai quitté l'armée, donc je suis rentrée à Tahiti parce que j'avais besoin d'être à Tahiti. J'avais besoin Enfin, la vie en France m'a jamais vraiment ça me correspondait pas, quoi. Mais tu vois, d'avoir mis le pied déjà aux États-Unis et d'avoir goûté au monde du combat. Puis en fait, quand j'ai quitté les États-Unis, c'est quand le MMA a commencé. Il y avait eu le premier combat de Ronda Rousey à l'UFC contre Liz Carmouche. Donc c'était le moment où en fait le MMA commençait à devenir gros. Et puis en étant à Tahiti, si tu veux, j'avais pas trop d'ouverture au niveau de la boxe même et tout, donc je suis partie m'entraîner en Australie. J'ai eu mon premier combat professionnel de boxe là-bas d'ailleurs. Et puis j'ai vécu à la salle, je m'entraînais à la salle, à une salle en Australie avec Bec Rowling, qui était encore à l'UFC à cette époque-là.
Donc déjà, à cette époque, j'ai un peu touché du bout des doigts ce que c'était de s'entraîner avec du haut niveau. Ça t'a pas trop effrayé, en fait, de partir comme ça à l'aventure? Ah non, bon, je pense que mes années d'armée avaient beaucoup... Tu sais, quand tu rentres dans l'armée jeune, t'es habitué à voyager, à être loin de tout et de tout le monde. Donc en fait, non. Et dans ta tête, t'as toujours eu la confiance de c'est ce que je veux faire et c'est ce que je vais faire. Ah oui. Bah attends, il y a des moments, c'est dur, tu vois, parce que quand j'ai quitté l'armée, que j'étais à Tahiti, j'ai travaillé un petit peu pour la police, tu vois, en tant qu'assistant. Enfin, tu sais, les petits boulots comme ça que tu peux récupérer après l'armée, quoi. Et puis, si tu veux, j'avais une possibilité aussi de rester, de revenir en France avec les emplois réservés. On m'avait proposé un poste pour travailler à la douane. Donc, en fait, si tu veux, même si j'avais décidé de rester à l'armée, j'avais une situation de vie qui était un peu tracée, tu vois. J'étais confortable, j'avais pas trop de soucis à me faire. Mais il y a un moment dans la vie, tu prends des décisions. C'est est-ce que j'ai envie de me lever le matin en étant heureuse de faire ce que je fais, ou j'ai envie de me lever en me disant c'est pas ce que je ferais si j'avais vraiment le choix, en fait. Ouais. Et j'avais pas envie d'avoir de regrets un jour d'arriver à un certain âge et de me dire en fait ma vie ça aurait dû être ça, tu vois. Ça a pas été facile. Le jour où j'ai vraiment tout plaqué et que j'ai pris un billet d'avion pour partir en Australie et vivre que sur mes économies et pas savoir en fait ce qui allait se passer vraiment, hein. Tu sais pas ce qui va se passer. Hein. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais déjà 29 ans, 30 ans, ouais. 29, 30, ouais. Mais j'en ai parlé avec ma famille à Tahiti qui m'a dit écoute, nous on te soutient, mais il faut que tu le fasses. J'ai aussi cette chance-là, c'est d'avoir une famille qui, comment dire, m'a poussée dans ce sens-là. M'a poussée dans le sens de faire ce que j'avais vraiment envie de faire, ce que je sentais au fond de mes tripes, quoi, tu vois. Parce que t'as des gens, ils te disent, autour de moi, ils vont me dire, mais t'es malade, t'es folle. Ouais, mais en fait, c'est pas parce que toi t'es flippé, mec, et que t'as pas envie de quitter ton boulot de merde ou t'es malheureux parce que t'es un gros flippé que tu dois foutre ta flip sur moi et en fait me pourrir la vie me pourrir la tête avec tes flips, en fait. Parce que ça m'appartient pas, c'est ton package, tu vois. Moi, j'ai envie de faire ça, tu vois. Et je pense qu'en fait, dans la vie, dans n'importe quoi, quand tu focalises sur le positif, et sur ce que tu as envie, vraiment, en fait, tu te crées des opportunités, parce que franchement, je te jure, il m'est arrivé des trucs de fou. Tu crées en fait les choses avec ta façon de penser et ce que tu dégages, quoi, en fait. Quand je suis arrivée en Australie, je dormais un peu à la salle et tout, et en fait, il y avait une réunionnaise qui s'entraînait à la salle. Et en fait, on est devenus super potes, et à mon deuxième camp en Australie, en fait, elle m'a laissé habiter chez elle. Tu vois, c'est des trucs de fou. Elle m'a laissé utiliser sa bagnole et tout. Et ça, en fait, c'est des rencontres que tu fais. Je pense que tu les attires parce que c'est ta mentalité, comment t'es, quoi. Si tu penses, il va m'arriver des conneries, des bêtises ou des mauvais trucs, tu vas attirer des mauvais trucs. Enfin, je sais pas, moi, c'est un truc que j'ai beaucoup remarqué dans la vie. Des fois, moi, si je radie un état de stress ou je vais attirer des situations pourries à moi, tu vois. Alors que si, au contraire, tu visualises, tu pars dans la positivité de ce que tu fais, voilà, ça va bien se passer. Mais non, bien sûr, c'était une décision difficile à prendre. Tu quittes ton boulot, tu quittes ta situation de vie pour partir faire du combat. C'est sûr que les gens, quand tu dis ça... Maintenant, ça choquerait beaucoup moins, je pense. Je sais pas, ça continue à choquer un peu, ça mais... choquerait moins. Parce qu'on arrive à voir, en fait, les évolutions. On en parle plus, ou on a plus accès, du moins. Peut-être, mais... Je pense que c'est dans tout dans la vie, quand tu décides de te lancer et de faire quelque chose, t'as beaucoup de gens en fait qui ont peur et qui le feraient pas, qui sont autour de toi et qui en fait projettent leur peur sur toi, tu vois. C'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué sur mon propre parcours, en fait. Donc toi, t'es imperméable. Je suis pas imperméable, hein. Il y a eu des moments, il y a des moments de doute, il y a des moments de stress, il y a des moments où je pleure. Il y a eu des moments où j'ai vraiment pleuré, je savais pas ce que j'allais bouffer, j'avais plus d'argent. Tu vois. Mais j'ai toujours eu la chance de rencontrer, la vie a toujours mis sur ma route des gens qui m'ont... J'ai toujours eu la bonne personne au bon moment, je sais pas. J'ai vraiment... je pense que quand t'es sur le bon chemin, la vie fait en sorte qu'il t'arrive les bonnes choses.
Wow, on a de la philosophie. C'est pas de la philosophie. On a des pensées, on a waouh, là aujourd'hui. C'est pas de la philosophie, c'est mon parcours de vie, quoi, tu vois. J'ai bientôt 35 ans et j'ai vécu tellement de choses en 35 ans que beaucoup de gens vivent même pas en 60, tu vois. Je pense que j'ai quand même une vie assez atypique. Et voilà, je pense que ça m'a fait réaliser beaucoup de choses très vite, très jeune. Aujourd'hui, tu es fière de toi ? Fière de moi, non, je m'en fous. C'est pas une question de fierté, je suis contente de pouvoir faire ce que j'aime et de le faire le mieux possible, en fait. Voilà, c'est pas une question de fierté, hein. C'est vraiment de me lever le matin et d'être heureuse de faire ce que je fais. Voilà, c'est juste ça, en fait. C'est une liberté. Hein. C'est ça, en fait. Important. Ouais. C'est ça. C'est important. C'est qu'en fait, je suis libre, je me sens libre. Et pour moi, ça vaut tout. Ça vaut tout, ouais. Bon, bah là, on a suivi le parcours d'une combattante. Hein. Donc là, tu te sens comment pour affronter ton adversaire ? Bien, moi je me sens prête. Je veux dire, vu les conditions dans lesquelles je m'entraîne et dans lesquelles je vis, il y aura un problème si je me sentais pas prête, quoi. Non, mais je me sens prête et puis au-delà du fait que penser à gagner et tout, moi c'est déjà de monter dans la cage et de faire ce que j'aime, quoi. C'est de kiffer, en fait. De prendre un gros kiff, quoi. Après c'est sûr, t'as toujours envie de gagner. C'est une compétition, c'est un combat, mais moi avant tout c'est surtout de prendre du plaisir. Voilà, c'est surtout ça. Un petit mot à l'organisation, Hexagone. Franchement, merci à Hexagone MMA de m'avoir mis sur cette carte parce que c'est quand même historique. Première carte de Hexagone MMA en France, avec du public après tout ce qui s'est passé avec les événements Covid et tout, quoi. Et puis dans la plus grande salle d'Europe. Et surtout une belle opposition du Pacifique Sud entre la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Voilà. Je pense que c'est vraiment que c'est super. Ouais. Ça mettra en avant l'aspect oublié, on va dire ça comme ça, le côté oublié d'Om-Tom. L'aspect d'Om-Tom et encore plus au-delà de ça, le fait de mettre des femmes pour représenter ces deux cultures qui sont en fait très imprégnées de la culture guerrier à travers les hommes, en fait. Oui, c'est vrai. Ça va être, je trouve ça très beau d'avoir en fait des femmes pour représenter la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie. C'est vraiment, c'est top, quoi. Et certainement, on te retrouvera à nouveau, en tout cas, sur d'autres événements d'Hexagone, parce qu'ils ont l'air de... Honnêtement, je sais pas si je reviendrai combattre en France beaucoup, parce que je vais vraiment me focaliser beaucoup sur les États-Unis, hein. C'est plus évident pour moi. Mais ce qui est certain, c'est que si je reviens combattre en France, ce sera pour Hexagone. Ce sera pas pour une autre promotion française, je pense. Je pense que je garderai une exclusivité complètement pour Hexagone, ça c'est certain. Ok. Ouais. À part si c'est un UFC Paris ou un Bellator Paris, je comprends, oui. Là c'est différent parce que c'est des promotions internationales qui feront un événement sûrement franco-français ou un truc comme ça. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'ils fonctionnent quand ils vont faire des événements dans des pays, ils essayent de prendre en priorité des combattants français. Donc, je pense que ce serait logique que j'y sois parce qu'avant tout, je suis française. Mais cela dit, si c'est vraiment pour combattre pour une promotion française, effectivement, je pense que si c'est pas pour Hexagone, je reviendrai pas combattre en France. Ok. Parce que c'est un gros trajet, c'est beaucoup de, c'est tellement différent de ce qui se passe aux États-Unis, puis je suis vraiment axée sur le parcours américain, donc voilà. Mais pour Hexagone, je le referai, ça c'est clair. Ok. Et le cutting, alors là, c'est comment ? Comme je suis passée en flyway, pour moi c'est facile, entre guillemets, hein, franchement, parce que j'ai l'habitude de cutter 5-6 kilos d'eau pour descendre en strawway. Donc passer en flyway, pour moi, c'est beaucoup moins de stress. Parce que tu te lèves le matin, t'es à plus de kilos, c'est rien, quoi. Un cut de 2 kilos de flotte, pour moi, c'est Christmas, quoi. C'est Noël, quoi. Franchement, parce qu'on est tellement habitué à faire des cuts énormes aux États-Unis. Ton poids de forme, c'est quoi? C'est combien? 63, 64. Enfin, quand je m'entraîne, mais que je fais pas trop gaffe à ce que je mange, sinon c'est 61, 62. D'accord. Ouais, 62 en général. La différence entre les deux catégories au niveau des impacts, on les ressent vraiment? Je dirais c'est plus au niveau du gabarit des combattantes.
la structure, tu vois, la structure d'une fille qui combat à 57 en général. Enfin, en tout cas, sur le parcours américain, je suis plus habituée à ce qui se passe sur le parcours américain. Une fille de mon gabarit, c'est définitivement du 52 kilos. En général, elles sont beaucoup plus massives à 57. Tu vois, pour te donner une idée, une fille qui combat à 52 kilos, elle a un poids en général, elle est ce qu'on appelle walk around waist, c'est du 63, 65, 63 kilos, peut-être du 62 kilos, allez, on va dire ça. Une fille qui combat à 57 kilos, en général, elle est autour des 70. Ouais, c'est pas... Comme je dis, on est habitué à faire des gros cuts au niveau de la flotte et tout ça, au niveau des États-Unis, ça fonctionne vraiment différemment. Ouais. Et pourtant, en Europe, je sais que c'est pas du tout cette mentalité, ni même en France. Vous vous sentez bien quand même, de toute façon, avant les combats. Bah, moi, j'ai l'habitude, enfin, comme dit, je faisais des cuts de 5-6 kilos d'eau, donc je vais pas te dire que je me sentais bien, sinon le jour de la pesée, tu te sens horriblement mal. Mais il y a tout un travail derrière avec un nutritionniste pour la réhydratation et la réalimentation, donc le soir du combat, ouais, j'étais en forme. Okay. Mais par contre, j'étais pas à 52 kilos le soir du combat, ça c'est clair. Ouais, c'est clair, on sait que la différence. Non, ça c'est sûr. Voilà. Ok, bon, en tout cas, merci beaucoup pour ta disponibilité, merci, ouais. C'est un plaisir, vraiment. Bah non, mais c'était sympa de pouvoir échanger avec vous et puis bah ouais, de promouvoir MMA Story France. C'est très gentil. On fait un coucou quand même à Avaro, important, merci, ouais. Sans qui ça n'aurait pas été possible. Ouais. Donc, merci Avaro beaucoup. Qui fait un super travail avec Sphère MMA et puis pour moi en Polynésie française et aussi à toute la Polynésie française qui je sais sera derrière moi, que ce soit en métropole ou au Fénois. Merci à tous les Polynésiens qui nous soutiennent pour ce combat. Merci à tous de nous avoir suivis et puis on se retrouve rapidement. Surtout lors de l'Hexagone. Ouais. Moi, je serai là en train de crier. Alors, de toute façon, je crie tout le temps. Des fois, je sais même plus pour qui je suis, mais je crie. Donc, je serai là et pour te soutenir. Et puis, merci pour tout en tout cas. Merci beaucoup. Ouais. À bientôt.